Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Les snobs, les bonententistes, les défaitistes peuvent nous crier tant qu'ils voudront. Vous êtes la dernière génération de Canadiens français. Je leur réponds avec toute la jeunesse, nous sommes la génération des vivants. Vous êtes la dernière génération des morts. Vive la patrie, vive le Québec libre. Merci. Bonjour, bienvenue aux Exilés. Aujourd'hui, on reçoit en entrevue M. Alexandre Cormier-Denis, président de Horizon Québec actuel et contributeur au site d'information Vigile. Donc, bienvenue Alexandre, merci de m'inviter. Merci. Donc, première question pour aborder un peu ton parcours personnel. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la politique, à t'impliquer dans la politique québécoise? Oui, c'est une bonne question. C'est une question assez vaste. Premièrement, moi, je suis plutôt un nationaliste assez traditionnel, c'est-à-dire je viens d'une famille très militante, ou relativement militante. Mon père a été arrêté en 1970 lors de la crise d'octobre. Donc, vraiment, pour moi, le combat national, c'est un peu une sorte d'héritage familial, de un. Donc, famille souverainiste, typique baby boomer, plutôt anticlérical, plutôt de gauche, social-démocrate. Et finalement, c'est en passant par, je dirais, des études universitaires dans un milieu qui n'a aucun lien avec le Québec, qui est en fait le monde arabe. Moi, j'appartiens à une génération qui a quand même eu un éveil politique à partir du 11 septembre 2001, où on s'est quand même mis à se poser des questions sur qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que c'était que cet événement-là? Pourquoi est-ce qu'il y avait une invasion, par exemple, de l'Afghanistan ou de l'Irak qui ne semblait avoir aucun lien avec les événements en question? Et une espèce d'interrogation générale sur le Proche-Orient, sur le monde arabe, sur la question de l'islam, donc sur la question de l'islam politique. Et j'ai finalement été à l'université faire des études pour apprendre l'arabe et également apprendre sur l'histoire du Proche-Orient, du monde arabe. J'ai été faire des études là-bas aussi, au Caire et en Tunisie. Et c'est par le contact, finalement, avec l'autre. Hein, avec le grand autre. Oui, si on peut dire ça comme ça, exactement. Que ça m'a ramené sur la question fondamentale du Québec. Notamment lors de ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Moi, j'étais en Égypte 6 mois après le départ du président Moubarak. Et voir une espèce d'effervescence nationaliste avec des drapeaux égyptiens. Peu importe le constat qu'on fait de la conséquence de la révolution, en guillemets, la révolution égyptienne, qui a plus été un espèce de changement de régime. Et de toute façon, les militaires sont revenus au pouvoir après une brève intermède où ça a été les frères musulmans. Peu importe le constat qu'on fait là-dessus, moi, ça a été quand même une espèce de déclencheur sur... Bon, c'est bien beau s'intéresser au monde arabe, mais de un, les Arabes n'ont pas besoin d'Occidentaux pour leur dire quoi penser, quoi faire et comment interpréter leur propre histoire. Inévitablement, ça me mettait dans la position d'un orientaliste, c'est-à-dire la position d'un occidental qui porte un jugement, aussi intéressant soit-il, sur l'Orient, le Proche-Orient et le monde arabe. Et je me suis dit, dans le fond, la seule société dans laquelle je suis légitime d'agir, là où j'ai une voix qui porte réellement, c'est la mienne. C'est là où je suis enraciné, c'est à travers mon propre peuple. Et en plus, la particularité d'être québécois, c'est d'appartenir à un peuple qui n'a pas d'État. Si je peux interpréter un peu le constat qui t'a mené au terme de tes voyages, c'est que tu t'es rendu compte que peu importe le point de vue, la part que je vais pouvoir apporter au monde musulman, l'analyse que je vais en avoir, ça sera toujours une analyse extérieure à ce monde-là. Oui, tout à fait. Ça sera toujours une analyse québécoise, finalement, du monde arabo-musulman. Ce qui ne fait pas que ce n'est pas inintéressant en soi, mais comme acteur
je dirais, de la société, c'est pas un rôle qui m'intéressait. Il y a plein de gens qui font des études, c'est très intéressant, et grand bien leur fasse. Je ne décourage pas les gens de s'intéresser ni au Proche-Orient, ni au monde, à la limite, monde extérieur au Québec, qu'on soit spécialiste de l'Amérique latine ou de l'Asie. C'est pas ce que je dis, mais je dis en tout cas que pour être un acteur un peu plus de la société et de la politique, je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas le monde arabe. Finalement, c'est la redécouverte du Québec, et c'est la redécouverte aussi de nos racines, de ce que nous sommes, passer par l'autre pour avoir un regard plus profond sur notre propre société. Et ça amenait des questions intéressantes. La question de la place de la religion, par exemple, dans le Québec contemporain et finalement dans notre histoire. C'est-à-dire qu'à force de s'intéresser à l'islam, je me suis rendu compte que finalement, je connaissais très peu de choses de notre propre tradition religieuse qu'est le catholicisme. Donc, ça m'a finalement fait poser d'immenses questions sur la lecture historique qu'on avait du Québec moderne, qui est selon moi une lecture assez fausse, puisque finalement, depuis les années 60, ce sont les rouges, ce sont les libéraux qui ont gagné sur le plan intellectuel la représentation de l'histoire, et que finalement, la lecture qu'on a et des années 50, et de l'époque de Duplessis, et de ce qu'on appelait la Grande Noirceur, et la lecture du clergé, c'est une lecture des gagnants de la Révolution tranquille. Les vainqueurs font l'histoire. Hein? Totalement. Mais au-delà de, je voudrais savoir, au-delà de cette prise de conscience-là, bon, tu découvres le monde arabo-musulman et c'est ça qui te donne l'envie de redécouvrir tes propres racines. Tu vois un peuple enraciné, tu te dis, mais je connais si peu sur moi, et là, ça te donne envie de repartir. Mais je voudrais savoir, au-delà de ça, d'après toi, est-ce qu'il y a des choses dans le monde arabo-musulman qui peuvent servir de leçon pour le Québec? Au-delà de l'étincelle, est-ce qu'il y a des trucs qui se passent dans le monde arabo-musulman qui t'inspirent des réflexions sur ici? Oui, c'est évident. C'est-à-dire que je pense qu'en général, il y a une très, très grande naïveté en Occident sur la question de l'islam politique. C'est-à-dire qu'en Occident, on projette le christianisme sur l'islam. Et on pense que forcément, parce que le christianisme a connu une espèce de sécularisation et une espèce d'apaisement avec la religion, voire une disparition totale du phénomène religieux, on projette sur le monde arabe et le monde islamique le même réflexe, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit depuis 40 ans, c'est une montée fulgurante de l'islam politique. C'est le processus inverse, en fait. On n'est pas... Oui. Le monde musulman passe de sociétés qui étaient plutôt laïques, comme en Afghanistan, en Iran, tout ça, oui. et s'en va vers une réislamisation. Oui. Si je peux dire. Je ne suis pas un expert. Mais globalement, tout le monde le constate. Je veux dire, c'est assez évident. On a des témoignages, il y a des vidéos qui circulent qui démontrent ça de manière assez claire. Hein. Il y a Gamal Abdel Nasser, l'ancien président d'Égypte, très laïque, socialiste arabe, nationaliste arabe, qui finalement riait des frères musulmans en disant ils veulent imposer aux femmes égyptiennes le port du voile, alors que le guide des frères musulmans n'est même pas capable de faire porter le voile à sa propre fille. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرحه. كل واحدة هتمشي. يعني إذا الواحد قال هذا الكلام، أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل البس 10 مليون طرح في البلد نفس
en riant finalement des frères musulmans. Ouais, Aujourd'hui, on on rappelle va... cet extrait-là. Ouais, ouais. ben, aujourd'hui, en Égypte, toutes les musulmanes sont volées, voire même portent le niqab. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai combat culturel qui a été gagné par les islamistes suite à la défaite face à Israël de 1967. Il y a eu un effondrement du nationalisme arabe sécularisé, il y a eu un effondrement des idéaux socialistes et laïques, et il y a eu une réislamisation de la société musulmane. Et là-dessus, il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que la crise civilisationnelle que connaît le monde arabo-musulman, par l'effet de l'immigration massive qu'on reçoit, notamment du Maghreb, parce qu'on a des politiques d'immigration qui favorisent l'immigration francophone. Et qu'est-ce que l'immigration francophone? Ben, finalement, c'est les anciennes colonies de la France. On est tributaire de ça. Et il y a une très grande naïveté sur cette question-là dans les années 90 au Québec. On ne pensait pas que la question de l'islam allait être une vraie question politique 10 ou 20 ans plus tard. On était content d'accueillir des immigrants francophones. Or, on se retrouve aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec une série de problèmes qui se posent en raison de deux choses, c'est-à-dire, un, la crise civilisationnelle à l'intérieur du monde arabo-musulman et la réislamisation des populations, qui n'est pas qu'un phénomène exogène, parce que souvent, on va présenter la réislamisation ou la victoire des islamistes comme l'influence, par exemple, de l'Arabie saoudite soutenue par les États-Unis. Ce qui est vrai, mais ce qui est seulement partiel, c'est-à-dire que les frères musulmans naissent en Égypte contre la présence britannique. Donc, c'est une vraie réappropriation culturelle de la part des musulmans, cette réislamisation. Ce n'est pas un phénomène factice imposé par la CIA ou Washington. C'est beaucoup plus profond que ça. Je faisais une petite parenthèse. Deuxièmement, en plus du réel gain des islamistes dans le monde arabo-musulman, il y a les politiques multiculturalistes du Canada, où on nous impose un régime qui fait en sorte qu'on inverse le devoir d'adaptation de la société et des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les nouveaux arrivants qui s'adaptent à la société d'accueil, c'est la société d'accueil qui doit s'adapter aux revendications des nouveaux arrivants. Le monde occidental, ça devient de plus en plus ça. C'est pas un problème qui est propre au Québec. Hein. C'est un problème qu'on voit Non. un peu partout. Peut-être que c'est une crise justement civilisationnelle qui est asymétrique avec celle Tout à des fait. pays musulmans. Tout à fait. La particularité du Québec, bon, de un, on n'a pas d'État. De deux, c'est que le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne, que le Québec n'a pas signé. C'est-à-dire que ce que vous dites est vrai sur le... Bon, on le voit en Europe, c'est la catastrophe. Sur la question de l'islam politique, sur la question des ghettos musulmans, où même les femmes sont obligées d'adopter les mœurs islamiques au sein même de l'Europe. En plus, sans compter les attentats et puis les tensions grandissantes avec l'islam politique. Mais en plus de ça, le Canada a institutionnalisé dans sa constitution le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on dit explicitement aux immigrants, venez chez nous et reproduisez vos modes de vie ici, puisque, premièrement, le Canada est un cumul de communautés. Alors déjà, on enferme les gens dans leur communauté. On ne s'adresse pas à des individus, on s'adresse à des communautés qui doivent garder leur culture d'origine en s'implantant ici. Et c'est ça le grand mensonge, c'est de dire aux Pakistanais, vous pourrez vivre à Montréal comme vous pouvez vivre à Islamabad. Évidemment, le réflexe universaliste, et je dirais, je vais peut-être choquer les gens dans ce que je veux dire, mais je dirais, le réflexe catholique des Canadiens français, des Québécois, donc le réflexe universaliste, ouvert sur le monde, où finalement il y a un désir de vivre ensemble à travers les mêmes règles de société, fait en sorte qu'on est extrêmement hostile au discours multiculturaliste canadien. Est-ce que c'est pas plutôt le côté républicain français? Est-ce que c'est toi tu vois une marque du catholicisme? Est-ce qu'il n'y a pas un certain républicanisme à la française qui veut s'implanter au Québec aussi? Mais est-ce que l'un n'est pas lié à l'autre? C'est-à-dire que est-ce que finalement le républicanisme français n'est pas un transfert laïque de l'universalisme catholique? Parce que c'est ça la grande question. Comment se fait-il que ce soit la France qui est le régime politique en Occident le plus religiophobe qui soit la laïcité française? C'est en réaction face à l'Église. Mais face à l'universalisme de l'Église, on a opposé un universalisme républicain. Pour moi, le républicanisme est une continuité du catholicisme. Bien sûr, c'est une contre-continuité parce que la laïcité a été faite pour combattre l'Église. Hein, ça n'a pas été fait pour combattre l'islam. Il ne faut pas se leurrer. En 1905,
Je veux dire, c'est d'ailleurs, parenthèse, c'est d'ailleurs ce qui me fait toujours un peu rigoler, c'est-à-dire que on entend des musulmans se sentir persécutés par la laïcité. Oui, ben, c'est rien à comparativement à ce que les communautés chrétiennes ont connu au début du 20e siècle. Les communautés ont tellement été persécutées, on a voulu prendre leurs biens, on a voulu saisir leur monastère. Qu'ils en ont quitté la France. Saint-Benoît-du-Lac, les bénédictins de Saint-Benoît-du-Lac, c'est une congrégation originaire de la France, qui a quitté la France en 1901 lors des lois contre le clergé, se réfugier en Belgique, je pense, une année ou deux, pour venir au Québec. Donc, pour moi, cet esprit républicain est un peu la continuité universaliste sécularisée, je dirais, de l'esprit catholique français, qui était quoi? Qui était finalement une religion pour tout un peuple, c'est-à-dire une religion universaliste. D'ailleurs, pour faire suite à mes propos, c'est le grand problème qu'on a avec le Canada anglais sur la question de la laïcité. Parce qu'au final, quand on parle de laïcité, les Anglais nous disent « mais vous êtes racistes ». Alors que le combat sur la laïcité, et finalement vous êtes des types d'extrême droite, parce que vous défendez la laïcité. C'est ce qu'on entend au Canada anglais, dès qu'on se met à vouloir restreindre les signes religieux dans la fonction publique, etc. Or, si on analyse bien la chose, la laïcité est évidemment un combat de gauche contre les forces de droite cléricales. Une femme comme Jamila Benhabib, c'est une femme de gauche, laïque, laïcarde, athée. C'est en rien une femme qui incarne la droite. Et de ce point de vue-là... Je vais me permettre un commentaire, après ça j'enchaînerai avec une autre question. Je crois que c'est de gauche pour notre point de vue, pour nos origines culturelles et religieuses, parce que nous sommes, comme tu l'as dit, on descend d'une culture influencée par le catholicisme et ces principes-là. Et je dirais que peut-être dans le coin du Canada anglais, dans cette sphère-là, l'héritage protestant, exact, qu'il n'y a pas d'intercesseurs, que c'est des communautés, des sectes qui n'ont aucune leçon de la laïcité, pour eux, ça ne ferait pas de sens. C'est même pas un dispositif possible d'être conceptualisé dans leur culture. Oui. Pour eux, au niveau de gauche, c'est une oppression. Ça empêche la persistance des communautés qui dans le fond, justifient une certaine liberté ou prouvent. À ce moment-là, le problème, c'est justement cette espèce de choc des cultures, qu'on est en train de nous imposer la conception anglaise de ce qu'est le progressisme et de ce qu'est la tolérance, qui n'est pas la nôtre. Oui. Et... ça, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, pour faire suite à tes propos, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, il faut se rappeler que pour les protestants, la modernité, c'est la capacité pour l'individu de lire le livre, exact, sans passer par l'institution. Alors que pour les pays catholiques, la modernité, c'est quoi? C'est le combat contre l'institution en remplaçant l'institution par une autre, c'est-à-dire par l'État. C'est ça la réalité. Le protestantisme croit que la séparation de l'Église et l'État, c'est fait pour protéger non pas l'État du religieux, mais la religion de l'État. C'est exactement ça la vision de la sécularisation aux États-Unis. C'est protéger la religion de l'influence de l'État. Alors que la laïcité française, c'est tout l'inverse. C'est protéger la société par l'État de l'influence des religieux. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport au monde. Et c'est pour ça qu'il y a une grande incompréhension entre les Québécois et les Canadiens anglais sur cette question-là. Et c'est pour ça que parce qu'on a une gauche qui est de plus en plus américanisée, protestantisée, et qui ne voit le monde que dans un spectre typiquement, justement, anglo-protestant, très influencé de la gauche américaine, est incapable de reconnaître dans des combattants pour la laïcité des gens de gauche. Je veux dire, Louise Mayou, qui est une femme athée, laïque, ce n'est en rien une femme de droite. Mais zéro, c'est-à-dire sur aucun plan. Or, aujourd'hui, comme on est face à une gauche folle, qui projette sa haine de l'Occident dans une espèce d'islamophilie très naïve, fait en sorte qu'elle voit dans les combattants laïcs des gens de droite, voire d'extrême droite. Ce qui est délirant. Moi, si on peut, enfin, continuer là-dessus brièvement, sur l'analyse de la laïcité, par exemple. Moi, je pense qu'on fait une très mauvaise analyse, en général, au Québec, des camps en présence. On a tendance à nous présenter des laïcards ou des laïcs opposés à des multiculturalistes.
Moi, je pense que c'est vrai, il y a ces deux camps-là, mais la majorité du peuple se trouve dans un troisième camp. Ce troisième camp, c'est quoi? C'est le camp des catho-conservateurs. La majorité des Québécois ne veulent pas l'islamisation du Québec, mais veulent garder le crucifix à l'Assemblée nationale. On veut tellement pas enlever le crucifix de l'Assemblée nationale qu'il y a eu une tentative de retrait d'un crucifix il y a quelques mois dans un hôpital de Québec. Oui, ils ont retiré le crucifix. Il y a eu un tel tollé auquel a contribué d'ailleurs un animateur de radio assez connu de Québec, Éric Duhem, qui a appelé la population à se mobiliser pour appeler l'hôpital afin qu'il repose le crucifix. Et qu'a fait l'hôpital? La direction de l'hôpital a reposé le crucifix. Ça veut dire qu'au Québec, on n'est pas capable... C'est incroyable qu'un libertarien comme Éric Duhem se mobilise pour le crucifix. Mais Éric Duhem, c'est un homme que les souverainistes ont tort de mépriser. Moi, je crois ça. Parce qu'il a une sensibilité... Probablement, il a voté oui en 1995. Il a déjà travaillé pour le Parti québécois. C'est-à-dire qu'il s'est détaché du Parti québécois parce que le Parti québécois est gangréné par la gauche. Ça, c'est mon analyse. De un. Et de deux, c'est quelqu'un qui peut évoluer vers le camp nationaliste parce qu'il voit très bien que son espèce de libertarianisme, qui est très adolescent, mène à la décivilisation généralisée. Et comme c'est quelqu'un qui est dans la défense minimale des valeurs occidentales, il comprend que la forme qu'a le Canada actuel va mener à l'effondrement généralisé. C'est pour ça que c'est quelqu'un qu'on peut finalement aller, je pense, rejoindre. D'ailleurs, c'est un des problèmes du mouvement souverainiste actuel, c'est qu'on est incapable de s'adresser à d'autres gens que ceux appartenant à notre espèce de secte qui sont automatiquement on se parle entre convaincus. On se parle entre convaincus. C'est effectivement un grand problème. Ça enchaîne justement ma question, c'est quel constat vous faites par rapport au mouvement souverainiste québécois actuel? Oui. C'est quoi le bilan depuis sa genèse dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui en 2017? Mon Dieu, ah ouais, c'est la grosse question. Très, très grande question. Il faut d'abord se rappeler que les premiers mouvements indépendantistes, c'était des mouvements de droite catholique. C'était l'Alliance laurentienne de Raymond Barbeau, etc. Donc, c'est quand même un groupe très marginal. Oui. C'est tout de même à partir des années 60, avec le RIN, qu'il y a eu pour vrai une effervescence indépendantiste, non? Oui, mais l'origine du séparatisme, pour moi, il faut la faire remonter aux années 30. C'est-à-dire qu'il faut la faire remonter à Groulx. Parce que les premières personnes qui réfléchissent le fait de créer un État français indépendant, même si ce n'est pas un mouvement de masse, c'est le clergé catholique de droite, qui se dit la Confédération a été un jeu de dupes. Et on est en train de se faire avoir parce que les droits des francophones à l'extérieur du Québec ne sont pas respectés. Pour moi, si on fait la genèse réelle intellectuelle du mouvement souverainiste, moi je suis totalement opposé à cette vision que le Québec naît en 1960. Bon, c'était pas là où je voulais aller. Je sais, je comprends. Mais de prime abord, je pense qu'il faut remonter à Groulx. Parce que Groulx, et nous en sommes tous les héritiers, un homme comme Pierre Falardeau, qui est quand même l'emblème d'une forme de gauche souverainiste, tiers-mondiste, à sensibilité marxiste, disons, comme quand même un peu le super symbole de ce courant-là, si on veut, anticolonialiste. Oui, tout à fait. Sa lecture de l'histoire du Québec est une lecture grouxiste, alors que Groulx n'est pas du tout un homme de gauche. Oh oui, puis lui-même n'avait pas honte, d'ailleurs, Falardeau, de dire qu'il y avait une admiration pour lui. Bien sûr, parce qu'il reconnaissait l'apport intellectuel. Groulx est le premier historien à nous sortir de la conquête comme étant un événement merveilleux dans notre histoire. Il faut bien comprendre ça. Hein? La conquête a toujours été présentée comme un acte de Dieu pour nous empêcher de vivre le chaos de la Révolution française. La terreur qu'a représenté la Révolution française, c'est-à-dire la persécution des curés, les massacres, les colonnes infernales qui s'en vont en Vendée massacrer le peuple, l'égorgement généralisé qui se produit. On rappelle quand même que le mot « terreur » a une invention propre aux islamistes, c'est une invention propre à la Révolution française. La première fois qu'on entend le mot « terroriste », c'est suite à 1793, lorsque la terreur est implantée lors de la Révolution française. Et nos deux courants politiques au Québec sont hostiles à la Révolution française. Et évidemment les libéraux, parce qu'ils sont horrifiés par la violence révolutionnaire, et qu'ils sont beaucoup plus proches des idéaux républicains américains,
Hein, pour eux, la Révolution américaine, c'est la bonne révolution bourgeoise qui se passe, oui, avec des combats contre l'Empire britannique, mais sans un grand bouleversement révolutionnaire. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de massacre de masse, tout ça ne vire pas un espèce de chaos absolu. Donc, les rouges, si on veut, sont plutôt anti-révolutionnaires parce qu'ils sont admirateurs de la Révolution américaine, qui sont pour l'ordre, le respect de la propriété, etc. Et à la fois, les bleus, donc les conservateurs, plutôt liés au mouvement ultramontain, sont eux aussi évidemment hostiles à la Révolution française, puisque c'est la déchristianisation, puisque c'est la persécution des prêtres, puisque c'est en plus la décapitation du roi, donc symboliquement la décapitation du père de la nation. Donc la Révolution française a eu tout de suite une très mauvaise presse au Canada français. Et Groulx, à contrario de cette interprétation qui dit que la conquête nous a sauvés de cette catastrophe qui était la Révolution, Groulx dit non, non, la conquête est un traumatisme, parce qu'au fond, on a été arraché à nos racines françaises. Et malgré tout, même s'il y a eu la Révolution, 1760, bon, 1763, l'acte de Paris, pardon, Oui. 1760, le moment où les plaines de Rome, 1759, c'est le moment traumatique. Et c'est à partir de là qu'on peut faire une lecture de notre histoire qui dévie du cours naturel tel qu'il aurait dû prendre. Et souvent, cette lecture-là est reprise par la majorité des souverainistes. Parler à la plupart des souverainistes, ils vont faire remonter notre histoire nationale à 1760. Et il y a un abandon total de tout ce qui précède. C'est-à-dire, tout ce qui est le régime français, la colonisation, Champlain, même Jacques Cartier, tout ça est remis aux oubliettes. La guerre de 7 ans, on n'en parle pas. C'est aussi qu'on a appris à mépriser cette période-là. On nous a implanté l'idée que c'était une période coloniale, et donc on sent le besoin de se détacher de ça en disant « mais c'est pas nous, c'est les Français. Nous, on est le petit peuple conquis en 1759, et donc on peut se laver les mains de tout ce qui s'est passé avant. » Même si ce qui s'est passé avant, je veux dire... Il y a des choses extraordinaires dans le régime français, on devrait... Il y a d'innombrables ressources pour des conflits politiques actuels. Qu'on pense à la question des Autochtones, à la solution de Champlain, c'est pas du colonialisme aride. C'est quelque chose à réfléchir. Frontenac, s'il y en a un qui a eu des relations... il y a des relations fécondes avec les Premières Nations, c'est bien Frontenac. Je veux dire, s'il y en a un que c'est un génie de la diplomatie. Pour rebondir sur ce que tu dis, on est passé de l'histoire glorieuse à l'histoire honteuse. Notamment sur la question de la Nouvelle-France. Or, qui sont les gens qui nous font passer de l'histoire glorieuse à l'histoire honteuse? En majeure partie, les souverainistes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que la lecture qu'on a eue de la Nouvelle-France, c'est une lecture qui s'est implantée à partir des années 60, notamment à travers la lecture du courant néo-nationaliste, qui nous a fait croire que tout ce qu'il y avait avant, ce qui était finalement l'Ancien Régime, parce que le régime finalement français était associé à l'ancien régime pré-révolutionnaire, pré-républicain en France, était à mettre de côté. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on a eu un revirement de situation, alors qu'évidemment, à l'époque de Groulx, c'était tout l'inverse. C'était mettre en valeur l'histoire de la Nouvelle-France, glorifier nos héros, le culte de Dollard des Ormeaux qui sauve la colonie. Qu'a fait le Parti québécois de Bernard Landry? Il faudrait se rappeler la date, là, je pense que c'est vers 2003, quelque chose comme ça. Ben, ils effacent, ils changent la fête de Dollard des Ormeaux. Attention. Ils ont changé la fête de la Reine pour la fête de Dollard des Ormeaux, non? Non, c'est l'inverse? Non, ils ont changé la fête de Dollard des Ormeaux pour la fête des Patriotes. D'accord. C'est-à-dire qu'on passe d'une lecture où il y avait un héros de la Nouvelle-France qui sauve la colonie à une défaite des républicains québécois. Parce que c'est ça, la fête des Patriotes. Et c'est pas la fête de tous les Patriotes. C'est la fête des Patriotes de 1837-38. Mais justement, tu as oublié les Patriotes dans ton analyse tout à l'heure. Quand tu nous fais remonter le mouvement indépendantiste à Lionel Groulx, tu dis que ça part des années 30. Est-ce que pour toi, la période patriote ne mérite pas du tout qu'on en fasse mention? Ça touche à Lionel Groulx. Parce que Lionel Groulx réhabilite et tente de réhabiliter aussi les Patriotes. La réhabilitation des Patriotes, ça vient de Groulx également, qui dit, oui, évidemment, il essaie de ménager la chèvre et le chou, parce qu'il dit, oui, il y avait des anticléricaux chez les Patriotes. Mais c'était pas juste des patriotes. Et c'était pas juste des anticléricaux. Et comment
se sort-il de cette impasse-là par une habileté incroyable? Il dit « Les patriotes ont été poussés à la violence par les Anglais. » Ils étaient des légitimistes, et Ce qui n'est pas faux. ce qui n'est pas totalement faux. Il faut se rappeler que les patriotes, quand ils font leur demande Les fameuses 92 résolutions. à Londres, Mhm. ils le font au nom de quoi? En tant que bon sujet de Sa Majesté la Reine, qui ne s'est pas soulevé avec l'armée américaine en 1815, lors de l'invasion des troupes américaines du Canada. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que l'hymne national américain, hein, le Star Spangled Banner, le Star and Stripe, je pense, je confonds l'hymne national et le drapeau, a été composé lors de la guerre de 1815, hein, quand les armées britanniques prennent Washington et brûlent Washington au grand complet. La Maison-Blanche a dû être reconstruite, etc. Donc, c'est assez particulier parce que cette fameuse guerre de 1815 qu'on nous a ramenée lors du gouvernement Harper, c'est la guerre qui voit naître l'hymne national actuel américain. Donc, c'est assez fondateur dans l'histoire américaine. Je pense que ce l'est beaucoup moins pour le cas des Québécois. C'est une guerre entre l'Empire britannique et les États-Unis. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les patriotes se revendiquent comme des bons Britanniques pour demander des droits à Londres. Et c'est devant le refus de Londres qui finalement privilégie la minorité anglo-canadienne que là, il y a effectivement une espèce de réveil, des frustrations et des appels à la violence qui vont être faits, mais des appels à la violence qui vont être faits par quand même, je dirais, des leaders plutôt marginaux. Les grandes têtes du mouvement, on connaît la fameuse histoire, Papineau s'enfuit. Oui, puis surtout que, ben, en fait, il faut séparer 1837 et 1838. Exact. Si je peux amener un petit complément à ce que tu apportes, je veux dire, 1837, c'est plus une résistance improvisée qu'une véritable rébellion. Oui. À toutes les batailles, c'est quand même les Anglais qui attaquent, et c'est les patriotes qui doivent défendre leur village, leur place forte. Il n'y a pas de... C'est pas un soulèvement armé en tant que tel. 1838 est un soulèvement, parce que là, on a des patriotes qui se sont sauvés aux États-Unis, Exact. comme Delorimier, comme Robert Nelson, qui, eux, reviennent et tentent, par la violence, de prendre le contrôle de la colonie. Mais bon, c'est quand même important. Ça se séparer passe les très deux, mal. si on veut. Oh oui, ça se passe très mal. D'ailleurs, enfin, peut-être vous connaissez ça, mais c'est peut-être bon pour les spectateurs. Pour se renseigner sur l'histoire des patriotes, moi, je recommande beaucoup les ouvrages de M. Gilles Laporte, qui est un historien, je dirais, spécialiste de la question patriote actuellement au Québec, et son analyse me semble assez mesurée, juste et assez bonne, en fait, vraie. Donc, en tout cas, ces travaux-là. Mais encore une fois, toute cette réhabilitation des patriotes qu'on connaît dans le mouvement souverainiste part de Groulx. Part de Lionel Groulx, qui lui-même, face finalement à la mauvaise réputation qu'ont les patriotes, notamment au sein du clergé et de l'histoire, je dirais, clérico-nationaliste du Québec, tente de les réhabiliter en les faisant passer un peu pour des victimes de la violence, comme si les Britanniques les avaient provoqués. Donc, oui. Par contre, je pense qu'il y a comment je dirais, il y a une trop grande mise en valeur des patriotes dans notre récit national, pour la simple et bonne raison que le nationalisme québécois tel qu'il s'est développé, à partir, même le néo-nationalisme québécois, et ce néo-nationalisme qui nous provient des années 30, à mon avis, est axé sur une donnée centrale qui n'était pas du tout le cas, ou qui était beaucoup moins présente chez les patriotes, c'est la question de la langue. La question de la langue fait en sorte que nous avons presque évacué toute autre question au Québec que la question linguistique au sein du mouvement souverainiste québécois. C'est comme si on était uniquement dans une défense du fait français. Comme si la seule chose qui nous importait dans notre nationalisme, c'était la question linguistique. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de problèmes au sein du mouvement souverainiste québécois à appréhender les forces politiques réelles. C'est pour ça qu'on peut entendre encore aujourd'hui des Québécois se réjouir de cette immigration illégale provenant d'Haïti en se disant... Ah, ouais, on en a parlé, oui. Oui, mais c'est ça, en se disant, mais ce sont des francophones. J'ai entendu ça, moi aussi. Ouais. Mais voilà, ce sont des francophones, donc c'est une immigration qui va nous aider. Or, il n'y a rien de plus faux quand on regarde réellement les comtés électoraux où depuis 20, 30, pas beaucoup plus que 30 ans, mais disons 40 ans, où il y a des populations haïtiennes qui sont implantées, ce sont des gens qui votent majoritairement non au référendum, et en 80-95, surtout en 95, et majoritairement pour le Parti libéral.
C'est-à-dire qu'ils ont des réflexes électoraux et des habitudes électorales exactement calquées sur les autres communautés immigrantes allophones. Le fait d'être francophone ne fait pas que ces populations-là vont être des alliés politiques objectifs du mouvement souverainiste. Donc, il y a une grande naïveté sur la question linguistique. Et on a oublié le rapport à l'histoire, on a oublié le rapport à la religion, qui était fondamental dans le nationalisme. Donc, on retourne au constat, dans le fond, du mouvement souverainiste québécois. On se rend compte que c'est appauvri. Ici, on n'a que l'aspect linguistique pour définir le critère de citoyenneté ou de potentielle compatibilité, alliance d'immigrants. Oui, puis on voit même un glissement sémantique qui est de plus en plus présent. On ne parle plus de nous comme des Québécois ou comme des Canadiens français, on dit nous sommes des francophones. Eh ben, Mélanie Joly va parler de la langue francophone. Oui, mais... Bon, ok, Mélanie Joly n'est peut-être pas une ressource intellectuelle... C'est comme la saucisse high grade. Bon, non, absolument pas. Probablement pas, mais il n'y a pas que elle. On entend ça de plus en plus souvent. Moi, je regardais récemment le documentaire qui a été diffusé à Enquête sur les enfants de la loi 101, puis de voir ces journalistes-là qui sont comme tout effarés de se rendre compte que oui, mais ils ont appris le français et pourtant, ils ne se sentent pas québécois. T'sais. C'est comme si notre identité... puis loin de moi l'idée de comme dire que la question linguistique n'est pas importante, elle est centrale. Je veux dire, c'est très important de protéger le français. Je pense c'est pas là que tu vas, c'est pas là que ça me va, c'est pas ça qu'on veut dire du tout. Mais de nous réduire uniquement à cette dimension-là, qu'est-ce que c'est un Québécois? Ben, c'est quelqu'un qui parle français. Non, c'est faire fi de tout ce qui est notre histoire, de tout ce qui est notre culture aussi. Là. Tout à fait. Et je pense que c'est un des problèmes aussi qu'on a avec je dirais le néo-nationalisme dont on a hérité, donc ce néo-nationalisme qui naît dans les années 60, finalement en réaction au nationalisme de survivance qui existait auparavant, le nationalisme finalement lié à la défense de la langue, un peu quand même de la question ethnique canadienne-française et évidemment la question linguistique. Le néo-nationalisme qui naît fait en sorte qu'on a rejeté, et ça me paraît problématique, les Canadiens français hors Québec. C'est-à-dire que la construction d'une identité québécoise a un peu occulté le fait que nous étions un peuple dispersé en Amérique du Nord et qu'au lieu de voir un Québec souverain comme une espèce d'État-refuge pour tous les Canadiens français à travers l'Amérique, on a voulu finalement en faire simplement un nationalisme, je dirais, civique territorial. Or, il y a une grande naïveté là-dedans. Parce qu'on a beau dire, oui, on va désethniciser la question nationale canadienne-française pour en faire une question québécoise. Et dire quiconque habite sur le territoire québécois est québécois. Mais la réalité concrète des choses, c'est pas du tout ça. La réalité concrète, c'est qu'on a des gens comme Mordecai Richler qui naissent à Montréal et qui font toute leur carrière littéraire en anglais en traitant les Canadiens français d'être une espèce de tribu d'arriérés de l'Est de la ville. Cet homme-là s'est jamais senti québécois. Même si nous-mêmes, on a voulu mettre en place un nationalisme civique incluant à peu près tout le monde. Et au fond, nos alliés naturels, ceux pour qui on se bat, c'est quand même aussi les Canadiens français qui sont dispersés à travers l'Amérique du Nord. Cette rupture-là qui a été faite entre le passé canadien-français et l'avenir québécois fait en sorte je pense qu'on a oublié une grande partie de ce pourquoi on se battait dans les années 60. C'était évident pour même des gens comme René Lévesque ou Pierre Bourgault, que le nationalisme québécois était la continuité moderne du nationalisme canadien-français. Ils n'avaient pas anticipé à quel point ça allait créer une rupture entre ce passé canadien-français et notre avenir québécois. Et moi, c'est la grande critique que je fais au nationalisme québécois. Petit commentaire, c'est très rare des peuples qui se sont donné un deuxième nom dans l'histoire, qui ont voulu changer de statut. On dirait que ça a été une stratégie du fait que les Canadiens français en dehors de la province de Québec étaient beaucoup plus fédéralistes, ou du moins ceux qui voulaient être indépendants, avoir un pays d'Amérique française, ont rejoint le Québec. Ça l'a un peu sauvé les meubles, mais
comme tu le dis, ça l'a coupé un lien charnel ou une filiation spirituelle avec ce projet politique. Mais en même temps, il faut pas oublier un détail aussi, c'est qu'il y a quand même eu une assimilation massive des francophones qui habitaient, des Canadiens français qui habitaient aux États-Unis ou dans les autres provinces canadiennes. Ça, c'est un fait qui a joué aussi. Moi, je pense que les indépendantistes des années 60, 70, à un certain point, ils ont fait le constat que, bon, le français, partout ailleurs qu'au Québec, il se meurt. Donc, disons-nous Québécois, puisque, justement, opérons cette rupture-là pour bien marquer le fait qu'il n'y a qu'au Québec que c'est encore possible de vivre en français. Oui, mais on a abandonné ces populations-là à leur sort, alors qu'on aurait pu les voir comme notre diaspora à l'étranger. Un peuple normal, je pense, aurait dû avoir une diplomatie envers ses propres ressortissants à l'extérieur de son territoire national. C'est d'ailleurs tout ce que les peuples font. Que ce soit l'Alliance française, les Français ont cette attitude-là, les Britanniques ont cette attitude-là, les Allemands ont cette attitude-là, tout le monde a cette attitude-là. Les Américains ont la même attitude. Quand il y a des étrangers qui sont dans d'autres pays, ils leur donnent les moyens de s'implanter, ils leur fournissent des écoles, des collèges, etc. Au lieu de voir cette diaspora canadienne-française-là à travers l'Amérique du Nord comme une extension de notre nation, nous nous en sommes coupés. En plus, parce que ta réflexion est très bonne, le problème, c'est que l'État québécois souverain n'est pas advenu. Donc, on n'est plus Canadien-Français, et le Québec n'existe pas vraiment comme État souverain. Donc, on a à la fois perdu notre histoire pour ne pas avoir de République du Québec. Donc, c'est perdant-perdant. On s'est déraciné pour ne même pas être souverain. Donc, le constat fait depuis 60 ans est assez catastrophique. Je rebondis sur ce que tu as dit. Le fait de changer de nom. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Je pense qu'on change de nom 4 fois. Nous sommes des Français qui tombent Canadiens, parce que les textes, c'est quand même ça. Les vrais Canadiens, c'est nous, il ne faut pas l'oublier. Oui, ben oui, évidemment. La feuille d'érable, c'est un symbole canadien, au sens de Canadien original, même l'équipe de hockey, je veux dire, l'équipe de hockey est canadienne de Montréal. Exactement. Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est parce que c'était considéré comme l'équipe des Franco, l'équipe des Canadiens français. Les Anglais, eux, il y avait leur équipe à Westmount, les Maroons, exactement, oui, tout à fait. Et donc, Canadien, le castor, autre symbole canadien, égal, et par le développement d'un espèce de nationalisme canadien-anglais, à partir du milieu du 19e siècle, déjà, dans le rapport Durham, on voit cette dichotomie. C'est-à-dire que Lord Durham, pour expliquer ce qu'il voit dans la colonie, est obligé de dire, bon, on connaît l'histoire, hein, je pensais que c'était une lutte entre un peuple et son élite, et finalement, je me rends compte que c'est une lutte entre deux races, entre deux peuples. Il est obligé de séparer les deux peuples en disant Canadien-anglais et Canadien-français. Et à partir de là, parce que le mot canadien ne représente plus notre réalité nationale, on est obligé de rajouter le suffixe français. Donc, on passe de Canadien à Canadien-français pour en plus, un siècle plus tard, devenir québécois. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des problèmes identitaires. Un peuple qui change 4 fois de nom en 4 siècles, c'est problématique. C'est sûr que les gens s'y reconnaissent pas. C'est évident. Évidemment, on peut faire des constructions intellectuelles, mais dans la réalité charnelle des choses, c'est effectivement complexe. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui rejoint peut-être ce qu'on disait plus tôt sur la question de la religion. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là. C'est possible, il y a très longtemps. Mais il y a très longtemps. Moi, ça m'a beaucoup frappé. J'y avais jamais été, j'y étais il y a 2 ans, je crois, je suis retourné l'année passée. J'ai été frappé par une chose. L'ensemble des symboles dans le Salon Bleu, donc l'Assemblée, là où sont votées nos lois, les lois de notre État, aussi provincial soit-il, nous avons un État. L'ensemble des symboles dans ce lieu-là, ce sont des symboles britanniques. Exclusivement britanniques. Avec les initiales de la reine Victoria, avec je dirais, comment on appelle ça, la phrase de l'Empire britannique, là, la devise, voilà, merci, c'est ce mot que je cherchais. Dieu est mon droit, qui est marqué en français, évidemment, parce que la monarchie britannique
est une colonie française qui est Normande, mal tournée. oui, exactement, si on veut. Mais Bon, c'est de très longue date. oui, mais de très ouais, longue ouais. date, qui date du Moyen-Âge, mais c'est pas pour des raisons québécoises, c'est-à-dire c'est pour des raisons de l'histoire britannique. Exact. Dieu est mon droit. Le blason qui est là, c'est le blason du Canada. OK, c'est quand même particulier. Et il n'y a rien, absolument rien, qui parle du Québec, sauf le crucifix installé par Maurice Duplessis en 1936. La seule chose qui est liée à l'histoire canadienne-française, c'est ça. Même le tableau qui est en haut de l'Assemblée, c'est le tableau représentant la législation de 1791. Donc c'est un tableau qui est finalement lié au parlementarisme britannique. De notre réelle histoire nationale canadienne-française, il n'y a que le crucifix. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas l'enlever. C'est la seule chose qui lie de manière organique le peuple québécois et son assemblée législative. C'est la même chose avec le drapeau. Duplessis, encore une fois, à qui nous devons le drapeau national que tout le monde célèbre, les souverainistes, même de gauche aujourd'hui, célèbrent, c'est un drapeau qui a été implanté par Duplessis. Duplessis, le drapeau qu'on a n'est pas un drapeau républicain. C'est un drapeau qui représente l'identité profonde du Canada français. Qu'est-ce que c'est? C'est une croix et des fleurs de lys, c'est-à-dire des symboles monarchiques français, et un crucifix. C'est donc l'acte de Jacques Cartier lorsqu'il arrive à Gaspé en 1534. Que fait-il? Il plante une croix au nom du Christ et du roi de France. C'est un drapeau qui est organique, qui est lié de manière organique à la nation québécoise. À l'inverse du drapeau patriote, qui est un drapeau républicain, où on reprend les idéaux d'une construction intellectuelle qui est la République. Le drapeau québécois représente les racines profondes du Québec, et c'est pour ça que je suis à la fois un grand défenseur du crucifix à l'Assemblée nationale et un grand défenseur du drapeau québécois. Et je crois qu'on aurait tort de sous-estimer ce lien charnel qu'on a à la fois face à la religion catholique, ou en tout cas au symbole de la religion catholique, même si les gens ne pratiquent pas, même si les gens considèrent que l'Église a joué un rôle horrible dans notre histoire, ce qui, à mon sens, est totalement faux. L'Église a été notre institution. Il y a des nuances à faire. Il y a des nuances à faire. De lourdes nuances à faire. Quand on parle, écoute, l'histoire du catholicisme au Québec court sur 4 siècles. On peut pas tout rejeter en bloc, mais on peut garder un regard critique aussi. Je veux dire, à un certain moment donné, il faut savoir garder la tête froide. Là. Exactement, et je pense que ça nous amène à un autre constat. On en parlait un peu avant l'émission, mais le fait que l'esthétique dans le mouvement souverainiste québécois, ça ressemble à quoi? C'est rien, c'est le barbecue de saucisse de l'ancien président du Bloc, ça va pas loin. Oui. Et je crois que la question des symboles est tout à fait importante pour mobiliser et la question de l'esthétique. Moi, je me demande personnellement, est-ce qu'il y aurait une approche, est-ce qu'on pourrait amener des solutions par rapport à cette question-là? Parce que si on reste juste avec l'espèce de fiction illusoire de dire que la langue est le véhicule de toute chose, mais il faut quand même qu'il y ait des éléments du contenu pour qu'il y ait quelque chose qui se véhicule. Ben, tout à fait. C'est un peu la raison pour laquelle, bon, je vais pas trop parler de la Fondation d'Horizon Québec actuelle, mais peu importe. C'est la raison pour laquelle on a fondé Nomos TV. C'était un peu parce qu'on voyait qu'il y avait plusieurs podcasts, etc., des chaînes YouTube, et on voulait sortir un peu du cadre strictement YouTubesque, je dirais de certains, du mouvement souverainiste québécois, de certains tels que nous-mêmes. Et d'autres. Et on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est un peu d'essayer de professionnaliser la chose. On a essayé de fonder un studio, d'avoir une esthétique un peu plus, pour utiliser un mot, je ne sais pas s'il est approprié, mais un peu plus glam, si on veut. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que le combat n'est pas que rationnel. La politique, ce n'est pas que du rationnel, c'est aussi de l'esthétique, c'est du relationnel. Et il faut investir ce champ-là parce que nos adversaires le font très très bien. Évidemment, nos adversaires ont des moyens. D'ailleurs, ça m'amène sur un autre terrain. Le mouvement souverainiste a beaucoup de moyens. On voit, il y a plein d'organismes qui existent, qui sont subventionnés, etc. Parfois, on a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose. Et ça, c'est une des critiques que je fais. J'ai l'impression que parfois, on donne de l'argent aux souverainistes pour qu'ils se taisent, pour qu'ils en fassent le moins possible, pour qu'ils soient le moins possible percutants, pour qu'ils ne dénoncent pas finalement ce qui est vital pour la nation, notamment la question de la démographie, et que finalement, on endorme les souverainismes à travers des subventions.
Et ça, pour moi, c'est un... Des espèces de structures technocratiques qui Oui. vont faire en sorte de perdre toute l'énergie. Des éteignoirs. C'est que dans le mouvement Exactement. souverainiste, pour le dire clairement, il y a eu une obsession de l'image, mais pas au sens où tu l'entends, pas Bien au sûr. sens d'avoir une esthétique qui est stimulante, mais vraiment au sens où on veut pas prêter flanc à l'adversaire d'aucune façon. Donc, on va se maintenir dans un discours très, très propre, très, très inclusif, pour employer un terme à la mode, très, très... Radio-Canadien. Oui, de façon qu'il n'y a rien qui puisse choquer. Ben oui, Radio-Canadien. On va se mettre sur le terrain de l'adversaire. Oui. C'est ça le Ben, problème. Et c'est le grand problème du mouvement souverainiste, c'est qu'il a C'est de dire, intériorisé... jetons nos armes par terre et tout va bien se passer. Tu sais. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Mais le mouvement souverainiste a intériorisé la narration de l'adversaire. On a intériorisé le fait que Radio-Canada avait raison. Et qu'ils étaient les gentils. Et qu'il fallait se soumettre à leur narration pour réussir à convaincre les gens. Mais c'est ça qui est problématique. Et Tu ris de mon désespoir. Non, mais c'est gentil, ça, on va perdre Félix là, dans l'entrevue. mais forcément, pour sortir de ça, ben ça pique. C'est-à-dire que c'est pas agréable. C'est sûr que quand on affronte le multiculturalisme canadien, qui est la doctrine officielle de l'État, et donc l'immigrationnisme qui en découle, dès qu'on affronte ça, il est évident qu'on va se faire traiter de facho Et et de parlant, raciste. et parlant de Et ça, de parlant de nazi. ça, tu es très bien placé, toi, pour nous en placer un mot. On se rappelle, une des premières fois qu'on a entendu parler de toi dans les médias, dans l'espace public, c'était la visite de Marine Le Pen Bien sûr. en 2016, si je ne m'abuse. Oui. Oui, Ouais. oui, c'est ça, c'était au printemps 2016. Puis, oui, effectivement, toi, pour ce qui est de manger des coups, tu pourrais nous en parler, là. Oui, 2015, je pense. Mais en tout cas, bref, peu importe. Oui. Ben oui, c'est évident. Moi, en fait, écoutez, c'est pour faire un petit... J'amène la chose sur un angle un peu plus personnel. Non, mais oui, c'est une belle manière d'approcher la chose. La raison pour laquelle j'ai rencontré Marine Le Pen en compagnie de collègues, c'est une raison très très simple. Hein. Nous, on a écouté, on suivait le Front National. Moi, j'ai été interpellé par le discours patriote souverainiste du Front National de Marine Le Pen. Je trouvais que c'était un discours totalement cohérent. En fait, c'était le discours politique le plus cohérent que j'avais jamais entendu. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment ça se fait que le mouvement souverainiste n'a pas le même discours au Québec? Et c'est ce qui me manquait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un grand manque à la fois de virilité politique et, je dirais, de profondeur intellectuelle dans le mouvement souverainiste actuel face au discours très enraciné et très articulé du Front National. Et donc, quand j'ai appris que Marine Le Pen venait au Québec, je me suis dit, bon, on va la rencontrer. Évidemment, c'était à l'époque où Pierre-Carl Péladeau était chef du Parti québécois. Moi, j'avais quand même des espoirs dans Pierre-Carl Péladeau. Comme le disait Victor Lévy-Beaulieu, c'était quelqu'un qui semblait avoir une volonté de puissance. Le Nietzsche, Victor Lévy-Beaulieu. Victor Lévy-Beaulieu, je pense, venait d'écrire sur Nietzsche. Oui, c'est ça. Il avait édité l'intégrale. Oui, je crois. exactement. Ça l'a peut-être un peu travaillé. Il a peut-être projeté ses écrits sur Pierre-Carl Péladeau. En tout cas, j'ai fait la même lecture que lui, donc je peux pas l'accuser de s'être trompé là-dessus. Et, bon, ça s'est pas produit, on connaît l'histoire. Mais notre intention, évidemment, n'était pas de faire mal au Parti québécois en associant le Front National, qui était évidemment présenté comme Satan incarné. Marine Le Pen, c'est limite le diable. Mais comment tu le présenterais? Parce que souvent, on a une lecture du Front National, xénophobe, Oui. Ils veulent chasser, la chasse aux musulmans. Ils dans veulent les instaurer rues, la dictature en France. Oui, ben, il faut quand même rappeler une chose que les Québécois ignorent à peu près, c'est parce que les Québécois s'intéressent peu à leur propre vie politique nationale, donc ils s'intéressent encore moins à la vie politique nationale française. C'est un peu normal. Mais ce que les gens oublient, c'est que finalement, la souveraineté de la France a largement été perdue au profit d'une fédération qui s'appelle l'Union européenne. La capacité de battre monnaie, la capacité d'avoir des frontières, la capacité militaire, la France la conserve encore un peu, mais pour le reste, pour ce qui est des politiques publiques, etc., ce sont des mesures de plus en plus prises par Bruxelles, c'est-à-dire par l'Union européenne. Oui. Et finalement, ce que les québécophiles français des années 80 anticipaient pour la France, c'est réalisé. Hein? Je rappelle que
des souverainistes français qui étaient favorables à la souveraineté du Québec disaient, mon Dieu, mais le Québec, c'est peut-être notre avenir au sein de l'Union européenne. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ah bon, il y en a qui ont fait cette lecture-là? Bien sûr, dès les années 80, et qui disaient finalement, la France est en train de devenir une province de la Fédération européenne, et c'est pour ça qu'il faut soutenir le combat souverainiste québécois, parce que finalement, ce sera le nôtre bientôt. Dans ce sens-là, l'avenir leur a donné totalement raison. C'est pour ça que pour moi, le fait que la France retrouve sa souveraineté nationale, ça me semblait assez primordial et prioritaire. Je trouvais que c'était un combat totalement juste qui rejoignait le combat des souverainistes québécois. D'ailleurs, l'Union européenne ressemble beaucoup à la Fédération canadienne. Elle s'en est inspirée Oui. par l'aveu même de certains. Ben, c'est un embryon de, en tout cas. C'est un On embryon, voit bien tout à que, fait. parce que à la base, la Fédération canadienne n'était pas aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Si on Bien se sûr. fie vraiment à l'acte de l'Amérique du Nord 1867, britannique, oui. là, à la base. Mais petit à petit, ils ont grugé les nouveaux pouvoirs. Puis c'est un peu le même phénomène qu'on voit en Europe en ce moment. Oui. C'est-à-dire, ça a commencé comme une simple union douanière, si on veut. Et là, c'est en train de devenir une espèce De de super-État. monstre. Un espèce de super-État où il n'y a plus de souveraineté populaire, parce que pour qu'il y ait de souveraineté populaire, il faut qu'il y ait un peuple. Or, moi, je nie le fait, et là-dessus, peut-être que, enfin, je sais qu'il y a plusieurs, même des Français qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je ne pense pas qu'il y ait de peuple européen. Je pense que c'est une construction abstraite, Oui. l'existence du peuple européen. Il y a une civilisation européenne. C'est tout à fait Ça, absurde c'est quand on regarde l'histoire de l'Europe, où il y a eu indéniable. des relations de domination tellement fortes entre des États et d'autres États, de penser qu'il peut y avoir une... C'est un objet complexe. À la limite, on peut dire qu'il y a une communauté de destin, Oui, mais ça justifie exactement. pas nécessairement l'Union européenne centralisatrice, jacobine. Oui, mais Exactement. même à ça, communauté Exactement. de destin, là, bon, je ne veux pas faire dévier le sujet de la conversation, mais même à ça, je veux dire, est-ce que les Irlandais ont une communauté de destin avec les Britanniques? Moi, je pense qu'un Irlandais deviendrait violent à cette pensée-là. Oui, il y a des oppositions, mais une communauté, bon, ça peut se limiter à 2 personnes, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut quand même le dire, les Irlandais ont été imprégnés dans le paysage français longtemps. Des empereurs du Saint-Empire germanique qui sont élevés en Sicile, qui après ça prennent le pouvoir. Mais Non, ça, c'est indéniable qu'il y ait une civilisation européenne. Même l'idée d'une Europe, ça remonte aux Lumières, hein, l'idée d'avoir une Europe unie où il n'y ait pas la guerre, etc. C'est une vieille idée. D'ailleurs, quand on parle aux Français européistes, c'est-à-dire ceux qui défendent l'Union européenne, quand on leur parle, c'est assez rigolo parce qu'ils projettent la France sur l'Europe. Ils vont dire des choses incroyables. La laïcité est une valeur européenne. Bien sûr que non. Hein, la Belgique paye encore aujourd'hui ses prêtres. L'Espagne est une monarchie catholique. Bon, la laïcité n'est pas du tout européenne, c'est totalement français. Mais il y a cette espèce de réflexe de penser que finalement, en France en tout cas, de penser que finalement l'Europe sera une espèce de grande France. Bon, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt que l'Europe est une grande Allemagne. Ouais. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que les normes allemandes sont imposées au reste de l'Europe et ça ne correspond pas du tout aux réflexes sociaux, notamment des peuples de la Méditerranée, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations économiques catastrophiques. Moi, c'est pour ça que le Front national, dans un premier temps, m'a attiré. C'est que je voyais des points de convergence entre la lutte souverainiste française et la lutte souverainiste québécoise. Et je me suis dit, au fond, qui sont nos plus grands alliés sur le plan international? C'est évidemment la France. Historiquement, c'est De Gaulle qui vient quand même nous réveiller. Hein. Je rappelle que le terme Québec a dû être traduit en mandarin en raison de son fameux discours à l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est-à-dire que le mot Québec s'internationalise à partir du moment où De Gaulle lui donne cette portée-là. Je pense que c'est le premier député indépendantiste qu'on a au Québec, et François Aquin, je crois, qui est un député du Parti libéral. Le cousin du Baraquin, oui. Le cousin du Baraquin. Finalement fait sécession du Parti libéral, je pense, 1 semaine ou 2 après l'appel du général de Gaulle pour siéger comme indépendant en étant ouvertement souverainiste. On a beau penser ce qu'on veut du général de Gaulle, il a déclenché une dynamique politique au Québec. Après, on n'a peut-être pas su le faire. Il y a eu des hésitations aussi du côté de Daniel Johnson, etc. Quand l'Union nationale reprend le pouvoir, est au pouvoir en 1966 jusqu'en 1970. Mais la France est de facto notre plus grand allié pour l'indépendance. Moi, je pense que si on veut être vraiment dans la géopolitique concrète, il faut s'assurer à la fois de la reconnaissance de la France, et c'est pour ça qu'on veut une France la plus souveraine possible, si on veut. Plus la France est souveraine, plus ça sera bénéfique pour un Québec souverain, et à la fois la reconnaissance des États-Unis, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir en raison des solidarités anglo-saxonnes qui unissent
finalement le Canada anglais et les États-Unis. Mais pour moi, c'était une évidence. En fait, je ne comprenais pas. Je comprenais très bien, en fait, mais je fais mon ingénu, là, mais ça me semblait problématique, en fait, je veux dire ça comme ça, que le Parti québécois ou que le mouvement souverainiste québécois n'ait pas de lien avec le Front national, et ça m'aurait beaucoup humilié que ce soit, par exemple, des membres du Parti conservateur du Canada qui rencontrent Marine Le Pen. Je me suis dit, ce pont-là qu'on doit faire avec les souverainistes français, ça ne doit pas être la droite fédéraliste qui la fasse, ça doit être les souverainistes québécois. Ça me semblait une évidence que ça devait être nous à le faire. Donc, évidemment, ça en reste là. Je garde des liens avec le Front national, avec des membres du Front national qui s'occupent de la francophonie. Et finalement, Pierre-Carl Péladeau quitte la politique de manière un peu catastrophique. Moi, je suis relativement atterré, c'est-à-dire que, bon, à partir de ce moment-là, je comprends que le Parti québécois va connaître une sacrée crise, parce qu'il n'y a pas grand monde très intéressant pour reprendre la relève. Je veux rien enlever à M. Lisée, mais disons que M. Lisée a un passé qui est, je dirais, plutôt problématique d'un point de vue nationaliste, dans ses prises de position. Et donc, je fonde avec un ami, Philippe Plamondon, nous fondons Horizon Québec Actuel dans le but, finalement, d'être, c'est une OSBL, c'est un organisme sans but lucratif, de réseauter le Québec avec des pays de la francophonie, de défendre, évidemment, la souveraineté nationale, la langue française, et dans le but, je dirais, implicite, de renouveler ou de redynamiser le mouvement souverainiste québécois en abordant des sujets jugés tabous par le mouvement souverainiste québécois qui, à nos yeux, sont centraux pour la suite des choses. Non seulement pour la suite des choses du projet souverainiste, mais la suite des choses pour la nation québécoise. Notamment la question de l'immigration, de la démographie, de la critique du multiculturalisme canadien, et aussi de la tentative de sortir le mouvement souverainiste de son réflexe systématiquement progressiste et de gauche. Et je dirais, de recentrer un peu le débat. C'est-à-dire, moi, je pense que, globalement, même si on peut considérer que, dans les faits, la lutte entre la gauche et la droite ne représente plus la polarité politique, il n'en demeure pas moins que, sur le plan philosophique, la gauche et la droite demeurent, continuent d'exister. Et peut-être que ça peut enchaîner une autre question. Oui, bien sûr. Si je comprends bien, premier constat, l'intention, la genèse d'Horizon Québec Actuel, c'est vraiment la démission de Pierre-Carl Péladeau. Totalement. Si Pierre-Carl Péladeau était là aujourd'hui, nous ne serions pas là. Ça, je peux affirmer ça sans honte, parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que on n'aurait pas fait ce qu'on aurait fait. Ça, c'est évident. Et ensuite de ça, ma question... Si je comprends bien, il y a beaucoup de critiques à faire par rapport à une espèce d'appropriation par la gauche du mouvement souverainiste, de ses symboles, de ses logiques aussi. Notamment, on n'en a pas parlé, mais notamment du culte du référendum. Le culte du référendum aussi. Vaste sujet. Quoiqu'une certaine gauche propose aussi la constituante, l'appel à la constituante. Oui. C'est pas lié à la gauche, c'est lié au mouvement souverainiste, là. Le culte référendaire, c'est quelque chose de problématique. Et là, je me demande, pour ne pas que rester dans une position critique, qui serait réactionnaire dans un premier degré, au sens où on est en réaction face à quelque chose, comment est-ce que vous pouvez proposer une nouvelle voie ou proposer un nouvel horizon? D'où le nom, d'ailleurs. D'où le nom, oui. Et aussi, peut-être, le deuxième point de cette question-là, c'est quelles sont vos catégories d'analyse, quels sont les aspects qui fondent votre doctrine, qui permettent l'analyse du monde contemporain québécois dans lequel on vit? Pour répondre à la première question, au niveau de la proposition, moi je pense qu'il faut mener une guerre culturelle, premièrement, il faut être dans le métapolitique. Je suis contre la multiplication des partis. Moi, je suis très explicite là-dessus. Je pense que plus on aura de partis politiques, on en parlait un peu avant l'émission, plus on aura de partis politiques au Québec, moins on aura de capacité réelle pour les nationalistes de reprendre le pouvoir. Évidemment, on peut faire une critique. Tout le monde, finalement, a la haine du Parti québécois. Les fédéralistes ont la haine du Parti québécois parce qu'il est souverainiste. Les souverainistes ont la haine du Parti québécois parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas assez souverainiste. La gauche québécoise a la haine du Parti québécois parce qu'il est trop à droite. La droite québécoise a la haine du Parti québécois parce qu'il est trop à gauche. Bref, il ne plaît à personne. D'ailleurs, il est à 22%. Bon.
Il est en troisième place derrière la CAQ. Cependant, le véhicule, on l'a, c'est celui-là. Après, peut-être qu'il est pourri de l'intérieur, peut-être qu'il va falloir le dynamiter, il y a plein de possibilités éventuelles. Mais pour l'instant, on est pris dans une dynamique où on a un gouvernement libéral qui est en place depuis 2003, en gros, avec 18 mois finalement de... Bref intermède. Bref intermède de Pauline Marois, gouvernement minoritaire, où ce parti qui a déjà représenté quelque chose pour le Québec, c'est-à-dire à l'époque de Bourassa, où c'était quand même des gens qui défendaient, certes, un Québec à l'intérieur du Canada, mais qui défendaient les intérêts québécois, ne serait-ce qu'au sein de la Fédération. C'est-à-dire, pour un homme comme Bourassa, le Québec existait. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Les Québécois existaient. Pour un homme comme Philippe Couillard, c'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair qu'on existe, c'est pas du tout clair qu'on a une singularité, c'est même plutôt l'inverse. Hein. Il a même dit des choses incroyables, Couillard. Il faut pas se distinguer. Dans tous les cas, qu'il y croit ou qu'il y croit pas à cette singularité-là, ça change rien au fait que pour lui, c'est pas important. Ben, il pourrait bien... C'est ce que ses actes montrent. Et il est dans la continuité totale du régime Charest, qui est un régime pseudo-mafieux. Hein, on a vu qu'on a détruit les ressources de l'État pour les amener vers les amis du régime. Moi, je pense que finalement, les forces de l'anti-Québec, c'est-à-dire les forces qui visent à la destruction ou l'annihilation ou l'assimilation totale du Québec au sein de l'ordre canadien actuel, sont aux commandes depuis plus de 10 ans. Et que notre priorité en tant que patriotes, c'est de les chasser pour stopper, comment je dirais, la pénétration rouge au sein de l'État provincial qui est le nôtre. Parce que je rappelle qu'à chaque année, il y a plusieurs milliers de nominations qui se font. C'est-à-dire que les tentacules de l'État, c'est-à-dire les tentacules du gouvernement libéral s'infiltrent partout. Après plus de 10 ans de nominations libérales, ça veut dire que jusque dans les commissions scolaires, les nominations sont rouges. Les juges sont rouges, la SQ est rouge, les hauts fonctionnaires sont rouges. Tout le monde est nommé et a une solidarité envers le Parti libéral. Ça veut dire que notre État national est contrôlé par les forces de l'anti-Québec. C'est une priorité. Et c'est pas sexy, hein? Mais c'est du réalisme politique. C'est une priorité de chasser ces gens-là pour parvenir à reprendre le contrôle du peu que l'on possède, qui est notre État provincial. Et pour ça, je dis qu'il faut faire preuve, il faut sortir un peu de l'adolescence politique et rentrer un peu dans le monde adulte. La politique, ce n'est pas que du rationnel, c'est aussi du relationnel. Ce sont des réseaux. Vous êtes amis avec qui? Qui est solidaire de quoi? Comment se fait-il que quand le Parti québécois prend le pouvoir, automatiquement, il y a un changement de garde à la Sûreté du Québec? Mais bien sûr que oui. C'est notre police nationale. C'est les gens qui font les enquêtes sur le régime précédent. Si on ne contrôle pas les instances administratives, on ne contrôle rien. D'ailleurs, pourquoi il y a des blocages sur les enquêtes sur les libéraux? Mais parce que la SQ, les nominations en haut de la SQ ont été faites par les libéraux. C'est-à-dire, les types nomment leurs amis pour protéger les gars du régime. C'est une évidence même. C'est pour ça que je dis que pour en sortir un peu avec cette dynamique qui est celle du pourrissement de notre vie politique, il faut reprendre le contrôle de l'État le plus rapidement possible. Même si c'est avec une version pas particulièrement enthousiasmante des forces nationalistes. Le problème, c'est est-ce qu'ils ont ces forces nationalistes-là dont tu parles. Bon, on voit bien où tu veux nous amener. Tu dis finalement qu'il faut voter utile pour réussir à tasser les forces de l'anti-Québec. Moi, c'est ma position. Oui, mais encore, pour que ça donne quelque chose, il faut que ce vote utile-là, il y a quelqu'un qui comprend ces choses-là. D'où le combat culturel. Est-ce que le Parti québécois comprend ça? Moi, c'est ça mon inquiétude. Moi, dans l'absolu, j'ai rien contre personne. Ouais. Mais, je serais pas contre le fait de voter PQ. J'ai déjà fait par le passé. Oui. Si ça peut permettre de nous débarrasser de la mafia libérale, ben oui. Mais est-ce que ces gens-là ont suffisamment d'intelligence politique pour comprendre ce que tu dis? Pour comprendre cette logique-là de réseau? J'ai l'impression qu'ils sont... J'arrive même plus à trouver les mots pour les décrire, à quel point ils sont amorphes. À la limite, peut-être que
le désespoir qui t'enlève les mots peut pointer une réalité ou un terrain politique qui est important, qui est délaissé aujourd'hui. C'est le terrain de l'association, c'est qu'est-ce qui permet de faire le pont avec la société civile, les partis et les citoyens, quelque chose qui puisse rejoindre ces gens-là. On n'a aucun média qui est souverainiste, bon, à part les médias du web. vous et nous. Ouais. Mais on n'a pas la couverture médiatique d'un Radio-Canada, puis encore là, Télé-Québec, on n'en parlera pas. C'est ce qu'on fait au culturel. C'est ça. Dans le plus strict. Puis pouvoir puis engager les la citoyens. culture gauchiste s'envolée, là, je veux dire, Mais Québec, même eux, à part les coups d'éclat, les grandes démonstrations pour s'amuser la fin de semaine, aller briser des restaurants dans Hochelaga, eux-mêmes sont pas si organisés que ça. Non, ils ont la volonté, mais ils ont définitivement... Non, mais ils ont le régime avec eux, c'est-à-dire qu'il y a une forme de tolérance très très grande sur la violence d'extrême gauche. Oui, parce que c'est les idiots utiles. Oui, parce que c'est des idiots utiles, et finalement ils défendent un monde sans frontières qui est aussi celui voulu, en gros, post-national, voulu par le néolibéralisme. Oui, Justin Trudeau et les forces mondialistes. Donc, dans ce sens-là, il y a une concordance de fait. Mais, pour répondre un peu plus directement à ta question, quand je dis qu'il faut mener une guerre culturelle, il faut d'abord mener une guerre culturelle et un peu brasser les esprits au sein même du mouvement souverainiste. Il faut parler aux péquistes. Il faut leur dire, ça marche plus, là. Votre culte de l'idéal référendaire et d'une espèce de mise en place d'un concours d'art oratoire où celui qui va l'emporter va finalement créer un pays, comme si le Canada était un État démocratique qui allait reconnaître un référendum gagnant à 50% plus 1, c'est d'une naïveté aberrante. Ce qu'il faut créer, c'est un rapport de force, donc c'est construire l'État pour éventuellement en venir à avoir une effectivité réelle lorsqu'on va déclarer l'indépendance. Il faut sortir un peu du rêve naïf du culte du référendum pour réellement revenir sur le domaine du relationnel politique. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut reprendre, entre autres, le contrôle de l'État, mais il faut avoir aussi une vision, je dirais, un peu plus mature de ce que c'est que le pouvoir. Et ça, c'est une guerre à mener au sein des souverainistes, mais évidemment au sein de la société civile en plus. Et je pense que le grand problème qu'on a actuellement, du moins sur le plan électoral, c'est le fait qu'il y a un basculement de la société québécoise vers des idées conservatrices. Ça ne veut pas dire de droite néolibérale, ça veut dire conservatrice. C'est-à-dire l'idée que les Québécois, en fait, le sentiment que les Québécois ont de plus en plus d'être dépossédés. Dépossédés de leur histoire, dépossédés de leur légitimité. On les accuse d'être ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire on projette les guerres raciales américaines sur les Québécois, ce qui n'a pas lieu d'être. Et il y a un immense sentiment de frustration. C'est une bonne distinction, parce que la guerre culturelle que tu nous fais part, ou que tu nous dévoiles en ce moment, c'est pas celle importée des États-Unis qu'on tente de créer de toutes pièces, Deus Ex Machina par Radio-Canada, puis les médias sociaux. Oui, mais ça c'est... il y avait 3 Québécois à Charlottesville, là. Ça ne fait pas paniquer, ça? Pire, il y en avait 5. Il y avait 5? Oh my God! Ça y est, les nazis débarquent. Oui, il y a 5, mais il y a des dizaines, comme tu le disais, il y a des dizaines de commerces qui sont vandalisés dans Hochelaga-Maisonneuve et dans Saint-Henri. Il y a des universitaires comme Gilles Laporte qui sont empêchés de parler, des défenseurs qui sont empêchés de parler dans les universités. Mathieu Bocoté est aussi empêché de parler dans les universités. Il y a des fans de groupes de métal qui sont attaqués par des milices anarcho-bolcheviques dans la rue. Et finalement, il n'y a pas d'enquête là-dessus. Or, comme vous le disiez, il y a 5 types qui s'en vont à Charlottesville et il y a une enquête pan-nationale pour les retrouver. Il y a une complaisance systémique pour la violence d'extrême gauche et une intolérance pour ce qui peut-être pourrait s'apparenter à quelque chose comme de la droite nationale. Oui, on se rappelle que Philippe Couillard a dit qu'il avait choisi son camp, hein? Ben, c'est ça. On se rappelle. Suite à ce qui s'est passé là, à Québec oui, avec la Mais là, on effleure un peu le sujet. Je ne sais pas si je t'embarque dessus et tu as une question à poser. Oui, revenir sur les catégories d'analyse. Oui. Tu as évoqué le terme conservateur, terme souvent nébuleux, au contour imprécis. Totalement. Peux-tu nous le préciser dans le contexte québécois? Comment est-ce que cette pierre de touche-là va nous permettre de c'est-à-dire que développer une doctrine? Oui. Moi, je pense que fondamentalement, on a sous-estimé depuis 40 ans ce qu'était le Québec. On a projeté l'image d'un Québec qui se distinguerait du reste du Canada
en étant l'avant-garde du progressisme au Canada, que finalement les Québécois sont de gauche, le Canada anglais est de droite, et c'est la principale raison pour laquelle il faudrait faire l'indépendance. C'est un argument qui a beaucoup été utilisé à l'époque de Stephen Harper, si on se rappelle bien. Or, évidemment... Avec beaucoup de succès, d'ailleurs. Oui, c'est ça, avec beaucoup de succès. Alors que le seul endroit, la seule province où le Parti conservateur a fait des gains aux dernières élections fédérales, c'est le Québec. Il faut se poser des questions. Évidemment, le conservatisme de Stephen Harper, c'est pas le conservatisme dont je parle. C'est-à-dire que, pour moi, le conservatisme québécois, c'est la pulsion de vie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne veulent pas crever sous le coup du multiculturalisme canadien, de l'immigration massive, de la dissolution du sentiment national. Et ça, pour moi, ce conservatisme-là, qui était latent, qui était dormant au sein des forces souverainistes, est en train de se réveiller. Mais il ne se réveille pas toujours d'une manière appréciée par Radio-Canada. Des fois, c'est un peu excessif, ou en tout cas, c'est mal dit, ou c'est l'espèce de malaise est mal articulé, mais c'est normal. Les gens, c'est pas tous des intellectuels qui passent par l'université, ils sentent un malaise, ils le dévoilent, et voilà, des fois, c'est pas toujours agréable d'entendre, mais en tout cas, ça démontre d'une volonté, une pulsion de vie par le Québec, alors que je pense qu'il y a des pulsions de mort très, très fortes de la part de nos élites. C'est-à-dire qu'on est dans des gens qui veulent nous voir, comment je dirais, nous faire diluer, comme si cette formidable aventure qu'est le Québec, et finalement le foyer lumineux de l'Amérique française, comme le disait Lionel Groulx, était vouée un peu à s'éteindre. Et parce que c'est vieillot, parce que le combat pour la langue, c'est vieillot. Parce que ça incarne quelque chose qu'on n'aime pas aussi. Oui. Ça incarne une idée de résistance. Toute l'Amérique est anglo-saxonne, mais il y a le village gaulois au nord-est qui, lui, parle encore français. Ça, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens que ça les dérange énormément. Pour des gens, si on se place dans une posture, disons, mondialiste, des gens qui veulent un pouvoir global, tout ça, de voir que c'est possible de résister comme ça pendant 4 siècles. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens que ça leur tombe sur le cœur puis ils l'ont à quelque part dans mais le contraste est quand même éloquent. Si on peut se permettre une image, on aurait la fatigue culturelle et d'un côté le conservatisme enraciné qui tente de porter ses fruits puis de réagir. C'est comme ça que je le comprends. Oui, tout à fait. Et oui, exactement, une fatigue culturelle portée par les élites, très bien analysée il y a plusieurs décennies par Hubert Haquin, qu'on voit continuer encore aujourd'hui. Et dans ce sens-là, je pense qu'il est en train de se produire un espèce de revirement, hein. C'est-à-dire que la cause souverainiste a toujours été vue comme un peu l'avant-garde d'une espèce de néo-marxisme au Québec. Hein. Ça a toujours été associé à une espèce de gauche progressiste qui s'identifie à la lutte de décolonisation en Algérie, à la révolution cubaine, à une espèce d'anti-américanisme aussi, donc une critique du capitalisme. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un basculement un peu de la cause souverainiste sur le terrain plus nationaliste, sur le plan je dirais, identitaire. La question de l'islam prend de plus en plus d'importance, parce qu'on est dans un contexte mondial qui fait en sorte que c'est ce qui se produit, c'est ce qui se produit au Québec aussi. La question de l'immigration. Et tous ces sujets-là font un peu basculer le mouvement souverainiste vers, si on veut être grossier, vers, oui, l'espèce de camp de droite. Et cette pulsion de vie-là est de plus en plus incarné par des gens qui disent non, on ne veut pas crever, on ne veut pas que le Québec disparaisse, on n'a pas envie d'être dilué dans le grand tout multiculturaliste canadien, on n'a pas envie de voir l'effondrement de nos symboles, de nos valeurs, de ce qu'on est, de nos modes de vie, au profit d'une utopie que moi j'appelle remplaciste, c'est-à-dire la volonté de remplacer l'homme par la machine et la volonté aussi de remplacer les civilisations par d'autres civilisations. Je reprends ce concept-là de M. Renaud Camus, un écrivain qui a développé le concept du grand remplacement, qui est finalement l'espèce de le remplacement de la population en Europe par une population afro-maghrébine, évidemment, qui est assez indéniable. C'est-à-dire que même les démographes qui sont multiculturalistes et qui défendent l'immigration massive, quand on parle un peu avec eux, dans un premier temps, ils vont nous dire « Non, ça n'arrive pas, vous êtes fous, c'est de la folie. » Puis quand on leur démontre les faits, ils nous disent « Ah oui, mais ça arrive et c'est très bien. »
Ça, De toute façon, pour croire à la doctrine du grand remplacement, tant qu'à moi, il suffit de prendre le métro à Montréal. Là. Je veux dire, Oui, même chose à Paris. À un moment donné, même chose à Paris. faut arrêter de se compter les peurs. Non? Et c'est la même chose sur la question de l'islam politique. Hein. La première fois qu'on s'est posé les questions, la question de l'interdiction du voile en 1994 au Québec, les intellectuels qui aujourd'hui défendent le voile nous disent « Ah non, mais de toute manière, avec l'intégration, il n'y en aura plus de voile. Ça va disparaître, ces revendications-là vont disparaître. » Quand on parle, il y a quelques années, du niqab, ils nous disaient « Mais non, mais le niqab, ça n'existe pas. Il y a 2 femmes qui portent le niqab. Je veux dire, vous inventez un sujet de toute pièce. » Et évidemment, quand les situations se produisent, c'est-à-dire qu'on dit « Oui, mais là, il y a des éducatrices en garderie qui portent le niqab. » Ils nous disent « Ah non, mais c'est normal et il faut que vous l'acceptiez. » Donc, on passe du « ça n'arrivera jamais » à « c'est normal, il faut l'accepter. » Et si vous êtes contre ça, vous êtes un fasciste. Alors que finalement, les gens qui avaient identifié le problème il y a 20 ans, c'est ceux qui ont raison. D'ailleurs, je pense que ça fait un peu partie du problème qu'on a actuellement avec la dénomination du camp des racistes, des nazis et des fachos. C'est que c'est des gens ça, c'est nous! Oui, mais c'est des gens qui ont raison trop tôt. C'est-à-dire que ce qu'on dit maintenant va être perceptible dans 10 ans, et dans 10 ans, on va dire, OK, là, il y a un vrai problème. Et ça, c'est assez récurrent dans l'histoire. Donc, c'est la foi dans le tribunal de l'histoire qui va nous donner raison par la suite. Ben, il y a peut-être de ça. Plus prosaïquement, il faut essayer de ne pas en arriver là. Oui, c'est-à-dire, il faut essayer de changer les cœurs et les esprits avant d'arriver à la catastrophe. Plutôt d'avoir raison, il faudrait gagner. Oui, parce que moi, avoir raison sur le plan... D'ailleurs, c'est un problème des souverainistes. Hein. Souvent, c'est des gens qui veulent apparaître bons aux yeux de l'histoire tout en étant perdants. C'est des gens qui, au lieu de gagner, en utilisant, disons, en étant plus machiavéliques, préfèrent apparaître comme les gentils de l'histoire et perdre. Il faut un peu en finir avec ça. Il y a un fantasme de Lorimier, le fantasme Louis Riel, le grand homme à la noble cause qui meurt. René Lévesque, hein? Ça. Bah. René Lévesque, c'est un peu ça. Hein? C'est quelqu'un qui poussait la volonté démocratique tellement loin qu'il était incapable de voir que le camp d'en face ne respectait pas les mêmes règles que lui. À un moment donné, il faut se poser la question, là. Quel est notre adversaire? Quels sont les moyens? Quels sont nos objectifs? Et quels sont les moyens pour arriver à nos fins? Dans ce sens-là, si on est dans l'hyper-démocratie, je dirais, naïve, et qu'on refuse qu'il y ait un rapport de force qui va être mis en place par l'État que l'on veut dissoudre, qui est quand même un État du G8, qui s'appelle le Canada, le mouvement, je rappelle, c'est quoi là, le projet souverainiste? C'est créer un État français en Amérique du Nord. Pas une petite tâche, c'est de démanteler un État du G8. Ça s'est jamais fait. Ça va être très dur, extrêmement dur. Si nous-mêmes, souverainistes, on n'a pas une volonté de faire et qu'on n'est pas, je dirais, extrêmement lucide sur notre projet, ben ça n'arrivera jamais. Parce qu'on essaie notre projet à nous, souverainistes, c'est de faire une des choses les plus difficiles de l'histoire, la création d'un État souverain. C'est très difficile. Peu de peuples réussissent à faire ça. Il y a plein de peuples qui sont sans État et en général, leurs conditions nationales ne font que se dégrader. Hein. Il y a des peuples à qui on fait miroiter des États depuis un siècle, Kurdes. Le problème, c'est qu'on nous présente ça comme quelque chose qui va de soi. Ben, je te parle de certains souverainistes de la vieille garde disaient il y a tellement de création de nouveaux pays. Regardez, les Monténégrins ont leur pays. Regardez ci, regardez ça. C'est évident que notre drapeau flottera à l'ONU un jour. Ça ne pourra jamais ne pas arriver. Oui, moi, je suis totalement en désaccord avec cette phrase-là. Je pense que ça peut très bien ne jamais arriver. D'ailleurs, la pulsion de mort actuelle au Québec, c'est-à-dire la volonté d'en finir avec la question québécoise, nous prouve que ça pourrait très bien ne jamais arriver. Le fait que l'on meure comme peuple et que l'on disparaisse est une conséquence réelle. C'est ce que les gens disaient en 94. Il faut se rappeler des débats en 94. En 94 et en 95, durant la campagne référendaire, qu'est-ce que les souverainistes disaient? Ils disaient, si on ne fait pas de pays, les jeunes Québécois vont se désintéresser de la culture québécoise, ils vont s'américaniser, on va avoir une perte d'influence du Québec à l'intérieur du Canada et on va connaître un déclin démographique. Bien, sur ces 4 thèmes-là, ils avaient raison. 20 ans plus tard, on peut dire, les seules personnes qui ont été lucides sur la condition future du Québec, c'était les souverainistes. Évidemment, le problème, c'est qu'ils ont perdu. Mais les gens qui ont raison, ce sont nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se voiler la face devant la situation catastrophique dans laquelle on est. C'est réellement catastrophique. Il faut mener une guerre culturelle sans relâche pour reconquérir cette pulsion de vie, et ça implique d'aborder des sujets tabous, malheureusement. En fait, malheureusement ou pas, moi je pense que c'est heureux qu'on le fasse, mais ça va choquer les bonnes consciences. Quel regard est-ce que tu portes sur les mouvements populistes qui naissent en ce moment, comme
la Meute, Attente Québec, Citoyens au pouvoir, tout ça. Oui. Est-ce que tu pourrais brièvement nous dire ton opinion sur ces mouvances-là? Ben écoute, bon, je sais pas si on peut qualifier la Meute de mouvement populiste. Je pense que c'est une réaction face au délitement généralisé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont inquiets par rapport à ce qui se passe, qui se disent, ma foi, on va s'organiser. On voit ce qui se passe en Europe, on n'a pas envie que ça se passe ici. La question de l'immigration massive dans un premier temps, la question de l'immigration illégale dans un second temps, et troisièmement, la question de l'islam politique, ce sont des questions réelles. Et il y a une réaction populaire par rapport à ça. Je rappelle que c'est des anciens militaires qui ont fondé ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des capacités organisationnelles beaucoup plus grandes que ce qu'on veut leur prêter dans les médias. Pour ça, moi, je vais être très honnête avec vous, je trouve ça plutôt rassurant qu'il y ait des gens qui s'organisent de cette manière-là. Évidemment, pour les souverainistes, ça peut demeurer problématique parce qu'ils ne sont pas dans je dirais, dans une position affirmée sur la souveraineté. Et on a vu les fameuses images où il y avait un drapeau canadien. Mais en même temps, moi, là où je peux être ouvert sur cette question-là, c'est de me dire que ça amène à des gens qui ne sont pas nécessairement sensibles à la base au nationalisme québécois à se poser des questions justement sur le multiculturalisme, sur le régime canadien, sur l'immigration. Et pour avoir parlé à plusieurs membres de la Meute, je ne parle pas des têtes dirigeantes, mais j'ai parlé aussi aux têtes dirigeantes, des gens très articulés, beaucoup plus articulés que ce que les médias nous disent, et extrêmement bien organisés. Mais même les membres, il y a beaucoup de souverainistes déçus dans ce mouvement-là. Il y a beaucoup de souverainistes qui se sentent abandonnés par le Parti québécois, qui se sentent abandonnés par le mouvement nationaliste, et qui ont intégré finalement un groupe à l'idéologie floue. C'est très identitaire, au sens premier du terme, la Meute. C'est-à-dire qu'il y a un symbole, les gens se font tatouer des pattes de loup sur eux. Ça donne, il y a une esthétique un peu, je dirais, un peu motard par rapport à ça. Mais ça plaît. Il y a une grande partie de la population québécoise qui est sensible à cette esthétique-là, et c'est ce qui fait que ça marche. Pour ce qui est d'Atalante Québec, je pense que c'est un groupe qui s'inspire de ce qu'on appelle génération identitaire en Europe. Ils essaient de reproduire les mouvements identitaires en faisant des coups d'éclat médiatiques. Et c'est un peu, je pense, le passage d'une culture skinhead à une culture identitaire. Ce sont des gens, j'ai lu des entrevues de quelques-uns d'entre eux, ce sont des gens extrêmement souverainistes, pour ce qui est d'Atalante. Donc pas du tout, il y a beaucoup moins de confusion sur la question constitutionnelle que la Meute. Pour ce qui est de citoyens au pouvoir, ben encore une fois, je pense que c'est le symbole de l'effondrement du mouvement souverainiste. Un homme comme Bernard Gauthier, selon moi, et je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que même moi, je ne devrais pas être sur la scène publique et faire ce que je fais là si on avait un mouvement souverainiste cohérent. Bernard Gauthier ne devrait pas être le porte-parole d'un parti. Je ne pense pas qu'il est porte-parole, mais enfin, il est devenu l'icône du Parti citoyen au pouvoir. Il ne devrait pas être là, il devrait militer au sein du Parti québécois et on devrait tous le faire. Or, vu la situation de délitement actuelle, il y a une espèce d'éclatement des forces et ça fait en sorte qu'il y a une espèce de redéfinition qui se fait du camp patriote de manière large, si on veut, et ça fait finalement qu'il y a du grenouillage de plein de mouvements et on voit, et le portrait d'ensemble est assez flou, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va émerger d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on sent que les plaques tectoniques bougent, mais on ne sait pas exactement comment ça va se réorganiser. Et dans un certain sens, Horizon Québec actuel participe de ça, participe de je dirais, ce changement de plaque tectonique. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs, vous y participez. À notre modeste échelle. Bien sûr. À notre très modeste Mais je veux échelle. dire, c'est le symbole de quelque chose. C'est sûr. Je pense. Il y a un processus en ce moment dans la politique québécoise, on va se le dire, on va pas se le cacher. Le Parti québécois est le véhicule du projet, d'un projet québécois, c'est le seul. Sinon, Ouais. c'est le statu quo ou le ralliement tranquille au fédéralisme avec les libéraux. Ouais. Seul qui possède un projet ou quelque chose à proposer comme Ouais. destin, c'est le PQ. Le problème, comme tu dis, je pense que l'analyse est bonne.
s'il incarne pas cette mission-là, ben, il y a de la compensation doctrinaire, idéologique qui va se faire sentir, c'est normal. Après ça, il faut savoir, est-ce que le PQ va pouvoir se ressourcer, se refonder, ou sinon... Ouais, il faut pas oublier ce qu'était le Parti libéral en 1940. C'est un vieux parti corrompu, tout le monde ne pouvait plus le sentir, c'était insupportable, et Duplessis l'a battu pendant 15 ans. Hein. En 1960, présenter le Parti libéral comme du renouveau, c'est un tour de force. Donc, les partis ont des longues vies. Hein. Le Parti québécois, on annonce sa mort depuis très longtemps et finalement, il n'arrive jamais totalement à mourir sans réellement réussir à reprendre le pouvoir. Est-ce qu'il peut être réinvesti par une nouvelle génération de nationalistes avec des idées claires qui veulent assumer le rapport de force face à Ottawa? Moi, je pense que c'est possible. Est-ce que ça se fera en 2018? Peut-être pas. Est-ce que ça peut se faire dans les prochaines années? Sans doute. J'ai très peu d'espoir dans un parti comme la CAQ qui m'apparaît comme des espèces de libéraux de seconde zone, hein, c'est-à-dire des libéraux... autonomistes. Autonomistes, mais ce que je veux dire, même dans la sociologie de ce qu'ils sont, c'est des apprentis libéraux. Ah. C'est les libéraux sans avoir le statut social des libéraux. On le constate par ailleurs, mais ils existent parce qu'il y a un certain électorat qui est attiré par cette droite-là un peu plus... je ne vais pas dire traditionnel, ce serait un peu exagéré. Non, mais, parce que la CAQ, je rappelle que la CAQ a été fondée en opposition à l'ADQ et ses positions identitaires. Quand Legault a fondé la CAQ, il a dit moi, c'est juste la gestion économique qui m'intéresse, je veux rien savoir des positions identitaires. Évidemment, c'est une situation qui est intenable pour un parti. Oui, c'est ça. Il est obligé de se positionner. À la base, mais on voit bien qu'il a voulu quand même récupérer l'électorat adéquiste à un certain moment parce qu'il voyait bien que son projet, ça n'arrivait pas comme il voulait. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une constante dans l'histoire où avant la CAQ, il y avait l'ADQ. Avant l'ADQ, il y avait le Crédit social. Avant le Crédit social, il y avait l'Union nationale. Avant l'Union nationale, sans doute qu'il y avait autre chose. Ouais. Mais il y a toujours eu un espace politique là qui peut être intéressant à investir pour un politicien qui veut s'acheter une carrière et une bonne retraite. Oui. Sauf que c'est dramatique, cet éclatement électoral-là est dramatique pour l'État, parce qu'on laisse l'État aux libéraux qui sont soutenus par ce que j'appelle la minorité de blocage. Hein. C'est comme ça que l'appelle d'ailleurs Robert Laplante de l'Action nationale. La minorité de blocage, c'est le bloc d'électeurs allo-anglophones qui fait en sorte que même si le Parti libéral est très impopulaire au sein des francophones, il réussit à reprendre le pouvoir. Donc c'est dramatique, hein, cette espèce de tripartisme dans lequel on vit. C'est un réel problème. Évidemment, je ne compte pas Québec solidaire là-dedans, c'est un parti qui n'arrivera pas au pouvoir. Mais je veux dire, ces trois partis-là, le fait d'avoir trois partis qui séparent le vote, c'est réellement problématique d'un point de vue démocratique. Et assez parlé de la droite. Tu as évoqué Québec solidaire. Ça m'amène à l'avant-dernière question. Oh, ça va être violent. Quels bons éléments peux-tu relever dans le marxisme, dans la gauche québécoise? Est-ce qu'un personnage comme Michel Chartrand trouve grâce à tes yeux? Oui, bien sûr. Mais Michel Chartrand est un catholique de gauche. Michel Chartrand, jusqu'à la fin de ses jours, défend l'Église. Michel Chartrand, c'est quelqu'un qui a une vision enracinée de ce qu'est le Québec. Évidemment, c'est une forte gueule. Évidemment, c'est quelqu'un qui défend le syndicalisme. Mais oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout hostile à un homme comme Michel Chartrand ou même comme Pierre Falardeau. C'est-à-dire que je pense aussi que c'était des gens de leur époque et qu'il faut c'est évident qu'ils ont une place dans dans notre panthéon nationaliste. Ces gens-là ont tout à fait une place. De toute manière, je ne suis pas du tout dogmatique sur la question. C'est-à-dire, je sais très bien que la gauche souverainiste est un élément essentiel du mouvement souverainiste. Moi, j'ai assez de respect, par exemple, pour l'autre journal de Pierre Dubuc. Pour moi, ça, c'est de la gauche franche. Ça, c'est de la gauche laïque. On s'entendrait probablement. Enfin, je ne m'entends pas du tout sur eux sur la question de la laïcité. Je suis beaucoup plus sur des positions conservatrices et catholiques. Mais au moins, ce sont des gens qui sont dans une cohérence idéologique avec la gauche. Les combats historiques de la gauche et la défense du syndicalisme, la défense du monde ouvrier canadien-français. Moi, je comprends tout à fait cette position-là. Là où j'ai un problème, c'est vraiment avec cette espèce de gauche libérale, multiculturaliste, qui finalement est juste dans une espèce de pulsion culpabilisatrice par rapport au passé québécois, par rapport à l'Occident, et qui a retourné aussi sa lutte contre la bourgeoisie dans une lutte contre le peuple majoritaire blanc et chrétien. Mais ça reste quand même une gauche étrangère au sens où c'est une gauche anglo-saxonne.
c'est une gauche qui a été incubée dans les universités américaines. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. En même temps, il ne faut pas se leurrer, un parti comme Québec solidaire, c'est des trotskistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui existaient dans les années 70, dans les années 80, qui militaient contre la charte de la loi 101. Françoise David militait contre la loi 101 en 1977. Faut pas oublier ça, là, parce que c'était une loi inégalitaire et que le travail est un droit et qu'on empêchait les gens de travailler parce qu'on obligeait la langue française. Donc, il y a quand même des racines québécoises à cette gauche-là, marxisante, qui font en sorte que ils ont, comme je disais, ils ont transféré leur lutte contre la bourgeoisie en une lutte contre ce qu'ils appellent être finalement le problème actuel, c'est-à-dire la domination blanche, parce qu'ils ont racialisé aussi les rapports sociaux. Hein. C'est ça aussi, c'est une racialisation des problèmes. La critique de l'islam politique. C'est une trahison complète de l'histoire du Québec. Là. Il me semble que, regarde, on n'a jamais racialisé les questions sociales. Ben oui, évidemment. Je veux dire, toute l'histoire de la ségrégation raciale, c'est beaucoup plus propre aux États-Unis puis au monde anglo-saxon qu'à oui, nous. Là. Mais il y a beaucoup de... Autant que cette gauche-là semble très islamophile et christianophobe, autant il y a des grands réflexes chrétiens chez elle. C'est comme si elle n'a gardé que la culpabilité du christianisme en enlevant toute la théologie intéressante du monde chrétien pour ne garder que les éléments du péché originel qui se retrouveraient dans la société majoritaire canadienne-française. Et pour cela, pour moi, ils sont des gens dans une espèce de croisade religieuse. Il y a vraiment un esprit religieux qui anime ces gens-là, ce qui fait qu'ils sont souvent... ils sont assez marginaux sur le plan électoral. Hein. Quand on quitte Montréal, on se rend bien compte que ces gens-là, ils vivent un peu dans un microcosme. Après, là où ils sont dangereux, c'est que ce sont les alliés objectifs, comme les marxistes disaient dans les années 60, 70, les alliés objectifs des libéraux. Ils sont dans l'idéologie dominante multiculturaliste canadienne, voire des élites mondialisées qui pensent qu'on doit en finir avec les souverainetés nationales, avec les distances des peuples et avec les frontières. Cette gauche multiculturaliste s'imbrique totalement dans l'idéologie néolibérale et c'est pas pour rien qu'on favorise, à travers les médias fédéralistes que sont la presse et Radio-Canada, leur prise de parole dans les médias. Hein. Je veux dire, Manon Massé convoque une conférence de presse, tous les médias y vont. Si vous essayez de faire quelque chose, je vous le dis tout de suite, il n'y a personne qui va venir. C'est-à-dire que c'est ça la réalité, là. On a mis en place une narration pour faire monter ces gens-là, parce que ça divise le vote francophone, c'est eux qui s'adressent principalement, parce que ça mine le mouvement souverainiste, et parce que finalement, ils sont les idiots utiles de Philippe Couillard. Sur la question de l'immigration et les questions identitaires, le discours de Gabriel Nadeau-Dubois et le discours de Philippe Couillard, c'est le même. Vous pouvez prendre les mots de Philippe Couillard et de Gabriel Nadeau-Dubois, les interchanger, ça donne à peu près la même chose. Pour moi, ce sont ils appartiennent au camp de l'ennemi. Je dirais ça comme ça. Je ne vais pas répondre à ta place, mais si je prends le constat, quels bons éléments on peut retrouver dans le marxisme selon ACD, c'est plutôt des figures comme Michel Chartrand, Pierre Falardeau, oui. Cette gauche-là, marxiste, populaire. Mais parce que c'était des patriotes. Falardeau, il a toujours dit... je prends Falardeau, je le connais un peu plus que Michel Chartrand, mais Falardeau disait un trou de cul anarchiste, ça reste un trou de cul. C'est-à-dire qu'il mettait la libération nationale avant toute considération de gauche. Et c'est la même chose pour moi, c'est-à-dire que je mets la lutte nationale devant ma sensibilité de droite. Je suis beaucoup plus, je dirais, sensible à mes frères patriotes, même s'ils sont de gauche, qu'envers la droite fédéraliste. C'est évident. De toute manière, le combat souverainiste va se faire, je pense que c'est Bernard Landry qui disait ça, hein, ni droite ni gauche, en avant pour le pays. Bon, je ne veux pas être méchant avec Bernard Landry, mais ni droite ni gauche, c'est un slogan fasciste. Hein. La troisième voie, c'est ça. Hein. Je ne veux pas faire mal à Bernard Landry, mais je veux dire, peut-être ne le sait-il On ne dira pas. On ne dira pas. Bon. Alors, à ni droite ni gauche, moi je préfère et droite et gauche. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'abandonner nos sensibilités chacun pour être dans un combat commun qui est quoi? Qui est le but de sauver la nation, créer un État souverain. Après, on s'engueulera, il n'y a pas de problème. Oui.
Et pour conclure cette entrevue, un dernier mot, des projets pour Horizon Québec actuel, la rentrée. Oui, ben écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de bonifier, de continuer l'aventure de Nomos TV. Donc, faire des reportages. Éventuellement, il y a des projets, on verra justement d'avoir une dimension un petit peu plus, je dirais, large, avoir plus de collaborateurs, amener plus de gens vers Nomos TV. On a un nouveau site, horizonquebecactuel.com, vient d'être renouvelé. On a renouvelé le site web, beaucoup plus dégagé, beaucoup plus agréable, je dirais, avec plus de contenu également. Et on va mener un combat pour cette année 2018 afin de battre les libéraux. Je pense que même si on a des réticences envers les partis politiques actuels, pour tout patriote, c'est dramatique de ne pas aller aux urnes. Je pense que l'abstentionnisme est notre plus grand mal actuellement. C'est-à-dire que je pense que c'est une réaction extrêmement adolescente face à la politique. Hein. Un parti parfait, ça n'existera jamais. Une situation électorale parfaite, ça n'existera jamais. Une situation politique parfaite, ça n'existera jamais. Moi non plus, je ne suis pas particulièrement enchanté par la version actuelle du Parti québécois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Horizon Québec actuel et Nomos TV, on va essayer de faire tout notre possible pour chasser du pouvoir les forces de l'anti-Québec qui sont actuellement aux commandes par l'entremise du Parti libéral de Philippe Couillard. Donc, le projet, disons, pour l'année prochaine, c'est de participer par la guerre culturelle à la lutte contre les forces de l'anti-Québec. Merci encore. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci aux téléspectateurs et on se revoit pour une prochaine émission des Exilés. Abonnez-vous, là.